Bonjour à tous, ou presque bonsoir, puisqu'on arrive tout doucement à la fin de cette journée. Si vous êtes là, a priori vous savez de quel sujet on va parler, de tout ce qui concerne les Web API, et plus particulièrement d'un outil qui a été mis en place pour pouvoir créer des Web API qui s'appelle Blazor, qui a déjà développé des applications, des sites web en Web API. Ce n'est pas la majorité, donc on va voir. Et qui a déjà joué un petit peu avec Blazor. Ouais. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ces outils Web API. Tout d'abord, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Denis Voituron. Je fais de l'informatique du développement depuis pas mal d'années maintenant. Depuis Visual Basic, même avant la version Visual Basic 3, c'est pour vous dire. Donc je suis passé au C# et je co-anime avec deux amis, Richard Clark et Christophe Peugnier, un podcast qui s'appelle DevApps.be. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à venir l'écouter, c'est tous les mois. On enregistre un épisode sur soit des sujets, soit l'actualité .NET, Microsoft, et informatique et développement, je vais dire de manière un peu plus particulière. Et je travaille actuellement... Là. Ça vibrait sur mon écran. Je travaille actuellement auprès de la société Onirix, auprès de laquelle je suis .NET Software Architect, donc mise en place de solutions qui tournent autour des solutions .NET. Alors, avant de commencer et expliquer un petit peu pourquoi on en arrive à créer ce monde Web API, je vais d'abord présenter un petit peu ce qui existe, je vais dire, actuellement dans le domaine des développements de sites web. Je dirais que historiquement, quand vous avez besoin d'un serveur, c'est ce qui se trouve là-bas en haut, et d'une application, un browser qui se trouve en bas, traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait? Le navigateur effectue une requête, simplement la première en lui donnant l'accès au serveur Internet, et le serveur lui renvoie une page HTML, éventuellement construite sur le serveur pour avoir effectivement un contenu un peu plus avancé que juste une page statique. Mais donc ça veut dire que ça, c'est la première requête. Si jamais on veut voir une autre information sur l'écran, changer de page ou faire un autre traitement, on est reparti, requête, hop, rebelote, résultat HTML, et ça tourne ainsi avec des envois, des retours, des envois, des retours. Et évidemment, au niveau trafic réseau, c'est pas ce qu'il y a de mieux, puisqu'en plus, on renvoie à chaque fois dans le retour le contenu complet de la page HTML. Donc ce qu'on va faire de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on appelle des single page applications, donc des applications uniques dont l'objectif est d'avoir sur le serveur la page. On effectue une première requête qui va nous renvoyer simplement le contenu en gros de toute l'application, de tout le site, de toutes les pages. Et ensuite, on a uniquement besoin d'effectuer des petites requêtes de type AJAX pour obtenir simplement le contenu, entre guillemets, le contenu à afficher à l'écran. Et c'est le client, le navigateur, qui se charge, lui, de faire cet affichage correct pour avoir ça sous forme de tableau, sous forme de grille, sous forme de formulaire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe des single page applications. C'est ce qu'on retrouve dans quasiment maintenant tous les éléments, tous les nouveaux sites, notamment avec un des frameworks les plus en vogue pour le moment, qui est Angular. C'est exactement ce principe-là. On a une application complètement développée en Angular qui fait la récupération de tout le site et puis des petits échanges. Alors pour pouvoir faire ce traitement sur le serveur et mettre à disposition une multitude de navigateurs possibles, de devices possibles, je dirais on n'a actuellement pas le choix en termes de browser. Le carré qu'on voit là, ce n'est pas une sorte de machine à laver, c'est un navigateur, on reconnaît bien les boutons back et suivants. Donc dans cette machine à laver, qu'est-ce qu'on fait tourner? On n'a pas le choix, je dirais, c'est du JavaScript. Alors, on va le voir, le JavaScript, on va essayer de le faire évoluer, ou du moins il va évoluer, mais péniblement depuis quelques années. Mais donc on a à notre disposition, jusqu'à présent en tout cas, un seul langage de programmation disponible, ou à peu près un seul langage. Alors de ce fait, JavaScript, c'est devenu quasiment un standard de fait pour pouvoir faire ce genre de développement. Il a quand même toute une série d'avantages. D'abord, il est très facile à apprendre. Quelques lignes de commande, je veux dire, en termes d'organisation de langage par rapport à d'autres langages, c'est quand même assez simple. C'est devenu le roi du web. On parle de web, on parle d'Internet, du coup on parle de JavaScript. Il a du typage dynamique, donc ça c'est quand même assez cool pour pouvoir créer des variables et de les transformer d'un type à l'autre et de générer automatiquement des objets, des variables de type dynamique au fur et à mesure du programme. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est des problèmes de structuration. Ça devient qu'on a des grosses applications métiers à devoir créer, ça devient quand même assez lourd de mettre en place des codes complets en JavaScript. Une erreur est si vite faite et JavaScript, lui, pas de problème, tout fonctionne. Enfin, fonctionne. Il ne va pas mettre d'erreur de compilation, mais il ne va pas donner le résultat attendu. Mais donc c'est quand même parfois un peu embêtant. Il y a
pas ou peu de programmation objet. Ça arrive tout doucement, effectivement, avec les dernières versions de JavaScript et de l'ECMAScript. Et malheureusement, si je peux dire, sur ces différents critères, il a quand même été pauvrement accepté par les professionnels qui essayent toujours de trouver quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, avec des langages beaucoup plus avancés sur ça. Donc il a sa force et ses faiblesses. Et pour essayer de pallier à ces différentes faiblesses, depuis toujours, je dirais, vous voyez, ça date depuis quasiment 1995, on a une série d'initiatives qui ont été mises en place avec des applets de Java, des ActiveX, du Flash, qui a quand même tourné pendant quelques temps. Microsoft a voulu mettre son grain de sel avec du Silverlight aussi. On a du Dart, on a maintenant le TypeScript, qui est une surcouche, qui est peut-être déjà un peu mieux par rapport à des produits propriétaires tels que ceux-là. Mais donc on a intuitivement toujours essayé de vouloir rajouter un petit peu cet aspect de gestion. Et je dirais, j'espère en tout cas qu'on arrive à un moment charnière depuis quelques mois maintenant, c'est la possibilité de travailler et d'utiliser ce qu'on appelle donc les WebAssembly. Donc les WebAssembly, ça a été annoncé en 2015, donc il n'y a pas très très longtemps en termes de période web au niveau de l'annonce en elle-même. Il a été publié le 15 février 2018, donc je dirais c'est quasiment hier au niveau de ce genre de technologie. Donc le premier draft, les premières recommandations datent du 15 février. Il est déjà supporté, je vais vous le montrer, par la majorité des navigateurs, et c'est ça qui en fait déjà un intérêt important. Et il était développé en termes, en tout cas, de convention, de définition, par le W3C. Pour ceux qui l'ignorent, le W3C, c'est l'organisme, le consortium qui définit un petit peu tout ce qui tourne autour du web. L'HTML, le JavaScript, toute cette technologie, je vais dire, web, ont été en quelque sorte dans les mains du W3C au départ. Donc le WebAssembly, puisqu'on est là pour ça maintenant, qu'est-ce que c'est? Le WebAssembly, ou son petit nom WASM, c'est, on va dire, un format bas niveau, un format entre guillemets presque binaire, un format bas niveau portable, sécurisé d'abord parce qu'il ne va pouvoir se contenir que dans le navigateur, donc il ne va pas pouvoir faire plus que ce que fait le JavaScript par exemple, contrairement aux autres technologies qu'on a vues tout à l'heure, ActiveX, applet de Java et autres, où parfois, moins surtout par exemple des éléments type ActiveX, on avait accès quasiment à tout le PC. Ici non, on est vraiment concentré dans la machine en quelque sorte, la machine virtuelle du navigateur. Donc c'est un format bas niveau, portable, sûr, conçu pour une exécution efficace, on va le voir tout de suite, et qui a une représentation compacte, puisqu'on va envoyer quelque chose qui aura déjà été compilé. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser n'importe quel langage de haut niveau, C, C++, C#, Rust, Java, de passer dans une moulinette de compilation pour obtenir ce fameux format WASM, WebAssembly, qui est, ce binaire, va pouvoir directement être exécuté quasiment nativement dans le navigateur. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même une transformation à faire en fonction du processeur, forcément, comme le JavaScript lorsqu'on l'exécute. C'est le même code JavaScript, c'est donc ici le même code WebAssembly qui va être exécuté dans un navigateur Mac, Linux, Windows par exemple. Donc vous retrouvez toutes les informations, plus de conventions et techniques sur webassembly.org. Ça, je vous laisserai faire si vous voulez aller voir plus en détail. En pratique, je dirais, c'est vous créez votre procédure, elle est compilée, on voit dans un format un petit peu binaire tel que celui-là, et puis vous ouvrez votre navigateur, vous lisez votre fichier WASM et vous êtes parti pour le jouer avec. Alors ce qui est intéressant, et c'est souvent la question qu'on pose, c'est les WebAssembly, oui, mais qui le supporte? Ben, voilà à peu près les dernières statistiques qui ont été récupérées, j'ai mis les références sur le slide ici. On est déjà à plus de 80% des navigateurs utilisés par, je dirais, la majorité des internautes, donc le grand public, qui peuvent déjà travailler avec des WebAssembly. C'est-à-dire que tous les grands noms, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc., sont tous déjà actuellement dans les dernières versions, et presque parfois les versions précédentes, sont tous déjà en train de supporter le WebAssembly sans aucun problème. Il faut vraiment repasser sur Internet Explorer, mais là, on oublie, de toute façon, lui, il va disparaître. Il reste Opera Mini, BlackBerry, par exemple, qui ne supportent pas encore les WebAssembly. Mais donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ben, ça va fonctionner, a priori, sur n'importe quoi, y compris sur votre téléphone actuellement. Donc ça, je vous le montrerai, et vous pourrez le tester d'ailleurs par vous-même ensuite. Et Blazor dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Ben, Blazor dans tout ça, c'est rien d'autre que la combinaison, la concaténation, le mix de la technologie .NET avec les WebAssembly. Donc c'est-à-dire qu'on va développer du C#, du Razor, de l'HTML. Razor, je vais revenir dessus. Qui a déjà développé des applications en ASP.NET? Ben, logiquement, toutes ces personnes-là, vous connaissez Razor.
puisque ça fait partie du moteur ASP.NET ou ASP.NET Core. C'est le fameux, on va le voir d'ailleurs après dans les exemples, function, quelque chose que vous pouvez utiliser pour pouvoir lier votre code .NET à votre code HTML. Mais Microsoft a repris la même philosophie. On va le voir par après, mais donc retenez, c'est du C#, de l'HTML, et de l'autre côté, ce sont des applications WebAssembly en single page application qui tournent dans le navigateur. Donc ce n'est jamais que la techno, entre guillemets, utilisée pour pouvoir créer les WebAssembly. Blazor, ça vient tout simplement de Browser et Razor. Alors, le petit dragon que vous voyez là, il n'a rien à voir. Hein. C'est juste quelqu'un que vous connaissez peut-être, Christophe Peugnet, qui a trouvé ça joli lorsqu'on avait fait un podcast sur DevApps avec ça. Et donc il a trouvé le petit dragon sur un site libre en termes de disponibilité d'images. Je le trouvais joli aussi, donc c'est devenu la mascotte de mes slides Blazor. Alors, il est en version expérimentale, ça c'est très important. En version 0.7 depuis le 15 novembre. Il faut savoir qu'à peu près tous les mois, il y a une nouvelle version de Blazor qui sort, qui est mise à disposition. C'est un projet open source qui est disponible directement sur l'adresse blazor.net ou bien sur GitHub. Et depuis sa sortie, sur GitHub notamment, il a eu un engouement assez phénoménal. Ça faisait partie des projets les plus plébiscités par l'ensemble des projets sur GitHub. On est actuellement, d'après les chiffres de Microsoft, à plus de 25 000 contributeurs, ce que je trouve, moi, énorme. Et toutes ces personnes travaillent de près ou de loin pour améliorer effectivement à chaque fois les fonctionnalités tournant autour de Blazor. Mais donc on est toujours, et Microsoft insiste là-dessus aussi, en version expérimentale. Donc on n'est pas du tout sur des versions où vous pouvez mettre ça en production sans aucune difficulté. Ici, les versions évoluent, changent, et parfois on a des breaking change d'une version à l'autre. Donc faites bien attention à ça, ne sortez pas de la session en disant « Ah, ça y est, je vais redévelopper toute mon application en Blazor ». Je vous montrerai, il y a des petites alternatives en attendant qui vont pouvoir venir. Alors, quel est l'intérêt? Pourquoi travailler avec du .NET pour faire des WebAssembly? Je dirais d'abord parce que c'est probablement très cool de travailler avec du C# et du .NET de bout en bout, je dirais, au niveau des applications. Et surtout parce que .NET, c'est stable, c'est mature, c'est efficace. Ça se base sur .NET Standard, ça aussi c'est un élément important, ce qui veut donc dire, vous le verrez de manière indirecte, que toute bibliothèque, tout package NuGet qui existe déjà et qui est compatible .NET Standard, c'est-à-dire de plus en plus, et ça va devenir quasiment la majorité dans les paquets disponibles et les librairies existantes, vous avez juste besoin de faire ajouter la bibliothèque dans votre projet Blazor et ça fonctionnera dans votre navigateur côté client, puisque je vous rappelle, on est en single page application. Donc on est basé sur du .NET Standard, ce qui donne l'ouverture et la disponibilité sur énormément de bibliothèques. Et puis vous utilisez toutes les fonctionnalités existantes déjà dans .NET. La compilation via MSBuild, les tests unitaires, la rapidité d'utilisation de .NET Core, l'utilisation du back-end en .NET Core aussi, toutes les innovations de C#, de F#, de Razor sont déjà disponibles. Et en gros, il n'y a rien eu à redévelopper à ce niveau-là. Et ensuite, tous les outils de développement, que ce soit Visual Studio Code ou n'importe quoi si vous avez envie en Notepad, Notepad++ si vous voulez. l'IntelliSense, tout ça est déjà présent dedans. Donc je dirais qu'en gros, Blazor ici, c'est jamais que le compilateur, si je peux réduire ça à cet élément-là, qui va permettre de transformer votre code C# en WebAssembly. Donc tout est déjà là pour pouvoir travailler, et ça, je dirais, c'est assez cool au niveau de .NET. Alors en pratique, quand je dis c'est juste le compilateur, comment ça fonctionne? Le principe c'est simple, on a une page C#, on a une page HTML ou CHTML, pour ceux encore une fois qu'on fait de la ASP.NET, vous savez ce que c'est une page dans laquelle on peut mettre du Razor, donc mettre un peu de mixte HTML, C# dedans. On passe dans une phase de compilation, et pour ça on va devoir installer, je vais vous montrer tout de suite, juste une extension dans Visual Studio pour pouvoir faire cette opération. Et le résultat, ça vous donne quoi? Ça va vous donner des WebAssembly basé sur Mono. Mono, c'est le projet, si je le mets de manière vraiment historique, qui est à la base de Xamarin, donc vraiment de l'aspect .NET multiplateforme. Ça se base sur la même couche, Mono, et Mono a développé, le consortium Mono a développé un mono.wsm qui est utilisé par la couche Blazor. Cette couche-là va se charger d'aller lire, d'aller télécharger les bibliothèques, les DLL, dont System Core DLL, MS Core Lib, voire toutes vos bibliothèques, Newtonsoft par exemple pour faire du JSON. Vous allez pouvoir les télécharger, les transférer de votre serveur à votre navigateur client pour les exécuter. Et au-dessus de ça, vous mettez votre application, mon application.dll. Donc c'est vraiment les mêmes DLL, les mêmes binaires qui vont passer du serveur jusqu'au poste client. On verra d'ailleurs, il y a quelques questions qui se posent là-dessus. Voilà, donc ça c'est comment faire à quoi ça sert, l'aspect un peu plus théorique. Il reste un slide et après on va faire que des démos, comme ça on va pouvoir créer un vrai projet et vous allez voir vraiment comment ça peut se construire. Alors si vous voulez démarrer, je dirais que c'est assez simple, vous allez sur le site blazor.net,
Vous devez installer le .NET Core SDK puisqu'on se base là-dessus. Donc vous le téléchargez, vous l'installez. Soit vous installez le Blazor CLI, qui permet de lancer une ligne de commande et d'avoir un modèle Blazor disponible pour faire la compilation. Soit vous installez le Blazor Extension, qui est disponible dans Visual Studio, simplement en ajoutant l'extension gratuitement dans le système. Ça, c'est les deux étapes, je vais dire, c'est installer le .NET Core et installer l'extension. Alors oui, je ne l'ai pas dit, tous les slides qui sont ici sont déjà disponibles, je vous les donnerai après les liens pour pouvoir les télécharger. À la fois le code source que je vais vous montrer, à la fois les slides, et il y a un troisième lien, je ne sais plus, je vous montrerai, pour pouvoir tout récupérer si vous le souhaitez. Ben, on va faire ça, hein. On va commencer, on va faire la démo. Alors la démo, ça consiste en quoi? On va essayer de créer un petit jeu. Alors au départ, je me disais, on va partir sur un jeu à la Star Wars, hein, avec plein d'effets dans tous les coins. Et puis je dis, on va commencer peut-être un peu à se calmer, on va essayer de faire ça un peu plus simple. Donc je suis parti sur un jeu Mastermind. Ouais. Le Mastermind, pour ceux qui le découvrent pour la première fois, c'est quoi? C'est l'ordinateur choisit 4 couleurs, qui sont là en haut. Alors je les affiche moi, parce que pour pouvoir débugger l'application, c'est plus simple. Donc il choisit 4 couleurs, et puis ensuite, le but du jeu, c'est de trouver ces couleurs. Donc on choisit rouge, bleu, vert, jaune, on appuie sur le bouton check, il nous dit « Ah, ben, vous avez des couleurs qui existent mais qui sont mal placées ». Et puis au fur et à mesure du truc, on arrive à trouver le dernier qui est le vert bien placé, le noir bien placé, etc. Et là, entre guillemets, on a gagné. Alors dans l'application qu'on va développer, la première ligne, c'est le computer choice, le choix de l'ordinateur. Et puis ensuite, on va créer des lignes de couleurs. Rien de bien compliqué pour tout ça. Alors, on va commencer par créer, et pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien, c'est créer un projet vraiment from scratch. Donc je ne pars pas de quelque chose déjà existant avec de la magie entre guillemets derrière. Je vais faire comme tout le monde. D'abord, vous montrer, si vous voulez l'installer vous-même, vous avez besoin juste de faire l'installation de l'extension ASP.NET Core Blazor Language Service. Vous installez ça et c'est terminé. Tous les mois, vous mettez à jour, puisque tous les mois, il y a une nouvelle version. Et ensuite, vous avez, une fois que vous avez fait cette installation, vous pouvez faire un fichier nouveau projet. Et là, vous allez dans la rubrique Web, puisqu'on est en Web, ASP.NET Core Web Application. On va choisir un répertoire où le stocker. Oups. Je vais aller le mettre dans un dossier DevD 2018. Et je vais donner un nom à mon application. Je vais l'appeler blazor.mastermind. Voilà. Je choisis ASP.NET Core Web Application. OK. Et là, comme toute application web maintenant dans Visual Studio, vous avez un petit écran intermédiaire qui vous demande quel type de projet. Comme j'ai installé l'extension, j'ai 3 icônes supplémentaires qui sont apparues. Blazor, Blazor ASP.NET Core Hosted et Blazor Server-Side. On va commencer par, entre guillemets, celle-ci, mais je vais choisir celle-là, je m'explique. La différence entre la première et la deuxième, c'est que la première, elle ne fait que la partie cliente. La deuxième, je vais vous le montrer, elle va faire la partie cliente et éventuellement la possibilité de créer des web services en .NET Core dans ce cadre-ci. Si vous voulez faire que la partie cliente et vous connecter sur un serveur PHP, vous la prenez la première icône. Si vous avez besoin sur un serveur de faire un peu de traitement, c'est ce que je vais faire ici pour montrer un peu la facilité du truc, vous prenez cette icône-là. Si je fais ça, OK, il me crée mon modèle, ça va apparaître dans la Solution Explorer. En fait, il va me créer 3 projets, les voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Il me crée 3 projets d'exemple. Le premier projet qui est que le client, le Single Page Application. En gros, je vais passer 90% de mon temps dans ce projet-là pour le moment. Mais, je vous le dis déjà, il m'a créé ici un projet Web API tout à fait classique, qui est le mode serveur qui est là, et des fichiers partagés que je vais donc pouvoir partager entre les 2 projets. Alors, je vous ai dit, je vais partir, moi, from scratch. Donc, comme je vais partir from scratch, je supprime tout ce que lui a déjà mis en place. Si vous voulez, vous pourrez l'exécuter chez vous, vous verrez à quoi ça ressemble. Et il vous donne une petite grille avec un compteur et une petite liste de pages avec des récupérations de données. Moi, je vais vraiment vous montrer qu'on part de rien. Alors, il y a une chose à faire ici, c'est que, puisque j'ai enlevé le dossier shared, évidemment, il ne trouve plus les références. Voilà. Je vérifie si je compile que tout compile quand même correctement, malgré que j'ai enlevé toute une série de choses. Alors, si je démarre, forcément, pour le moment, il n'y aura rien. Ça me paraît clair. Voilà, ça compile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ici déjà une première page pour vous montrer comment on peut créer ces pages en Blazor. Première chose, c'est ajouter un nouvel élément. Et je vais aller dans la rubrique ASP.NET Web, créer une Razor View. Razor View, c'est le template existant dans ASP.NET Core, dans ASP.NET classique aussi. Donc, je vais l'appeler moi Counter. Oups, Counter. Ouais.
Je l'appelle counter ou counter page, non counter, voilà. Donc il vient me créer un counter.chhtml, ici dans la liste des pages, et il vient me mettre du code. Mais ça, c'est le code, je dirais, ASP.NET. Blazor, l'équipe n'a pas encore fait des modèles, des templates pour pouvoir faire ça. Donc ça, je vais l'enlever, et je vais vous montrer plutôt à la place ce qu'il faut mettre. C'est pas bien compliqué. Alors j'ai toutes sortes de petits raccourcis magiques, vous voyez, qui m'affichent directement le code. J'ai estimé que ce n'était pas l'intérêt de venir commencer à écrire le code devant vous et à passer du temps pour ça. Donc ça va l'écrire un peu plus vite de cette manière. Donc qu'est-ce qu'il fait ici au niveau de la page ? D'abord, il met le @page et puis il vient mettre ce qu'on appelle la route, c'est-à-dire comment faire pour accéder à cette page. Je vais y accéder via /counter. Ensuite, je définis ici du code C# derrière une fonction resort, @function. Je crée un paramètre et je crée une méthode incrementCount. Ce paramètre, je peux l'utiliser simplement en mettant @currentCount et cette méthode, je peux la mettre derrière un événement HTML, derrière @incrementCount pour pouvoir venir faire l'incrémentation qui se trouve là. C'est tout. Donc ça, c'est en gros la manière simple de créer, je dirais du binding comme on va l'appeler après sur les slides, c'est venir visuellement afficher une variable et quand je vais appuyer sur le bouton HTML onClick, je vais pouvoir directement lui dire t'exécutes une méthode C# qui se trouve de l'autre côté, qui se trouve définie ici en dessous. Si j'exécute ça, il va m'afficher mon navigateur et il va m'afficher ma page si je vais sur /counter évidemment. Il manque le C, voilà. Donc il y a un petit loading, ça je vous montrerai, voilà. Il m'affiche une page HTML tout à fait classique, hein, c'est de l'HTML pur, avec un compteur mis à 0, c'est ma variable, et si je clique, magie, ça s'affiche. Bon, c'est pas très visuel, je vais dire, et comme contenu, mais en tout cas, ça permet d'afficher quelque chose. Alors, il y a quand même un point qui m'ennuie sur ça, c'est le fonctionnement actuel de Blazor. Si je rafraîchis la page que je viens de charger, il fait toute une série de choses. D'abord, il me charge évidemment ma page, je vais essayer de zoomer, hop, voilà. Il m'affiche ma page counter, il va me la chercher. Puis, il va me chercher des feuilles de style, il va me chercher mon fichier Blazor WebAssembly, et puis un peu plus loin, on retrouve mon mono.wsm. C'est le fameux fichier WSM créé par Mono dont je parlais. Si je vais un peu plus loin, il va retrouver mon Blazor Mastermind Client.dll. Ça, c'est ma DLL .NET qu'il a téléchargé en local sur ma machine pour l'exécuter dans Chrome. Et ça fonctionne. Le seul petit problème, je dirais, par rapport à ceci, c'est quand je regarde, et il va jusqu'à System Core, etc. Hein, donc il fait quand même pas mal de téléchargements. Mais mon petit problème là-dedans, c'est, si je vais voir un peu plus loin, en termes de taille, je les mets dans ce sens-là, voilà. Il m'a téléchargé, dans ce cas-ci, 2 fichiers. On les voit là. Le mono WSM et le MS Core Lib, qui font 800K pour le premier, 600K pour l'autre. C'est-à-dire, globalement, ma page qui a un libellé et un bouton, elle se tape presque 2 mégas de données quoi, à transférer sur le réseau. Ça, c'est dans la conception actuelle de .NET, il a besoin d'avoir une bibliothèque qui contient tout, même si dans le MS Core Lib, j'ai pas fait des accès fichiers, j'ai pas fait des accès réseau, j'ai pas fait plein de trucs, j'ai en gros rien fait avec quasiment, il en a quand même besoin et il met tout le code qu'il faut derrière. Ça, c'est en cours de travail auprès de l'équipe de Blazor. Ils sont en train de travailler là-dessus pour essayer justement de créer dynamiquement des bibliothèques qui seront plus petites et qui ne contiendront que les méthodes nécessaires vraiment par rapport au projet. Donc à voir les évolutions, mais en tout cas, ça fait partie de ça aussi. Donc ça, c'est un premier problème, je dirais. On verra qu'il peut y avoir des solutions par après qui vont pouvoir arriver. Mais au moins, ma page, elle s'affiche. Alors peut-être que dans des projets internes, puisqu'évidemment, comme ce sont des bibliothèques, enfin c'est des fichiers pardon, qui ont le même nom, la fois suivante, si je fais un refresh, il va aller beaucoup plus vite parce qu'il va le récupérer de la cache. Si je vais voir un peu plus bas, voilà, j'ai des 304 parce qu'il a été chercher tous ces fichiers-là en cache locale dans le browser. Donc globalement, il a besoin de le faire une fois. Bon, ce n'est pas une excuse parce qu'il devra quand même le faire. Mais enfin, dans certains types de projets, ça pourrait à la limite encore une fois être acceptable. Donc ça, c'est la première manière, c'est de créer des classes. Moi, ce qui me dérange un peu quand je fais des projets, c'est d'avoir à la fois du code métier, je dirais, du code C# avec le code visuel HTML. Ça, perso, je ne suis pas fan du tout. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir ce qu'on appelle du code behind, donc le code séparé de la page HTML. En réalité, derrière, il fait une phase de compilation et réellement, derrière, il crée. Il n'y a pas de page HTML à proprement parler. D'ailleurs, si vous regardez dans les fichiers passés, il n'y a pas d'HTML. Il n'y a vraiment que du code C# et il empaquete l'HTML à l'intérieur du code C#. Donc si je veux faire ça en code behind, c'est ce que je vais faire pour créer une nouvelle page, je vais ici
rajouter un nouvel élément. Alors, soit je peux créer un Razor Page, qui est en gros le code behind dont je suis en train de parler ici, sur les aspects d'ASP. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir directement un template adapté à Blazor. Alors, l'équipe ne l'a pas encore fait, que cela ne tienne. J'ai créé ici un petit item template. Il se trouve dans le code source. Ce n'est pas bien compliqué. Si vous voulez le chercher, il suffit de faire une exportation de quelques pages qui sont définies. Mais je vous l'ai mis. Donc, dans le code que je vous donnerai après du mastermind, vous pouvez le télécharger. Vous avez juste besoin de venir le déposer dans le dossier template de Visual Studio. Et puis, il apparaît tout simplement à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est l'utiliser, et je l'utiliserai pour toutes les autres pages, et je vais donc créer mon premier fichier, qui est mon GameRaw, ma fameuse ligne avec mes 4 couleurs. Donc, je crée un composant GameRaw. Alors, remarquez que je l'appelle composant, parce que justement, une page en Blazor, ça s'appelle un composant. Je vais revenir dessus, pourquoi, juste après. Donc, qu'est-ce qu'il est venu me faire? Il est venu me créer ma fameuse #page comme tout à l'heure, mais maintenant, il m'a venu me rajouter un inherits. Inherits pour hériter un GameRaw modèle qui se trouve là, dans un code behind, avec simplement un chtml.cs. Classique, entre guillemets, si vous faites de l'ASP.NET. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, là-dedans? Je vais vouloir afficher mes lignes de couleurs. C'est-à-dire, je vais venir ici créer une propriété raw, qui est ma ligne que je vais vouloir afficher, et une méthode, clic, derrière les boules, pour pouvoir cliquer dessus et changer de couleur à chaque fois. Là, jusque-là, rien de bien compliqué. Vous voyez qu'il ne trouve pas GameRaw, parce que je n'ai pas encore créé cette classe. Alors ça, c'est ce que je vais faire, et encore une fois, pour éviter de tout traiter et de tout faire avec vous en termes de code, tout l'aspect moteur du jeu, je l'ai déjà fait, il y a 3 classes. Je vais vous montrer très rapidement en quoi elles consistent, ce n'est pas compliqué non plus du tout. Elle se trouve dans un dossier ici. Voilà, il y a le moteur, il y a le GameRaw que je suis en train de parler maintenant, et ça non, celui-là on y reviendra après. Oui, et alors il y a le CSS pour le style, parce que mes boules, pour qu'elles soient rondes et qu'elles soient colorées, c'est de l'HTML, il faut qu'il y ait un style. Donc je vais aller le rajouter et écraser le CSS qui est là, ajouter un élément existant, un site, j'écrase. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le site.css? Simplement la définition du body et un style pour dire, voilà, un cercle, c'est représenté comme ceci, et il y aura une couleur que je vais lui attribuer par code derrière, en mettant une surcouche background HTML. Et les deux autres que je parlais tout à l'heure, c'est le fameux moteur en question, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On a une palette de couleurs, rouge, bleu, vert, et il y a toutes sortes de couleurs qui sont disponibles dans ma palette. Il y a les choix de l'ordinateur, c'est simplement un nouvel objet raw par défaut avec 100 couleurs. Et quand je démarre mon jeu, je fais un start, je prends ma palette de couleurs, je la mélange, et je viens simplement lui dire, une fois qu'elle est mélangée, tu me prends les 4 premières couleurs, qui sont donc aléatoires, et ça considère mon choix d'ordinateur. Et ensuite, j'aurai une méthode check qui va venir vérifier si la dernière ligne que l'utilisateur a jouée, si elle correspond bien, donc calculer le nombre de bonnes réponses, donc je regarde simplement est-ce qu'il y a des bonnes couleurs placées au bon endroit, ou mauvaise réponse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a au moins une couleur qui se trouve dans la liste des couleurs au-dessus. Pour aller jouer là-dedans dans le code, vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué, c'est jamais que du code de test, if, machin, etc. Mais je ne pense pas que ce soit l'intérêt pour faire fonctionner Blazor ici, et de comprendre les fonctionnalités de ceci. Le GameRaw, je ne l'ai pas montré, il est là. GameRaw, c'est simplement une classe qui possède un constructeur pour dire il y a des couleurs ou pas, et puis les fameuses propriétés dont je vais avoir besoin, les couleurs choisies par l'ordinateur, le nombre de bonnes couleurs, de mauvaises couleurs, est-ce que c'est le choix de l'ordinateur, est-ce qu'on l'a checké, est-ce que je vais chercher la couleur suivante. Encore une fois, rien de bien sorcier derrière ça. Mais ça me permet en tout cas de venir derrière mon GameRaw là, déjà avoir accès à cette propriété, et donc de disposer maintenant d'une propriété raw que je vais pouvoir utiliser pour l'afficher. Donc ça c'est la couche, entre guillemets métier, pas grand chose comme métier, c'est simplement une propriété, mais je vais pouvoir l'utiliser à l'intérieur ici de mon application pour pouvoir lui dire je vais faire ceci, c'est-à-dire j'ai rien changé au niveau de ma page, c'est toujours accessible via la route raw, il hérite toujours de la même classe qui se trouve en dessous, mais maintenant j'ai rajouté des divs pour pouvoir venir dire tu m'affiches ça sous forme de cercle et tu me renforces la couleur en disant que c'est la couleur 0, la couleur 1, la couleur 2 d'une propriété raw, comme on l'a fait tout à l'heure avec la propriété du count, du compteur. Ici, ça sera une propriété typée, un objet, qui possède une sous-propriété .color. Et le .color, on a tout l'IntelliSense pour pouvoir les retrouver. Donc il se trouve là en dessous. Même chose, il vérifie si ma ligne a déjà été checkée, donc j'ai appuyé sur le bouton. Si c'est le cas,
ben, tu m'affiches un contenu qui est une div avec la réponse et le nombre de bonnes réponses, le nombre de mauvaises réponses. Si j'exécute ceci, enfin d'abord je le compile et que j'exécute, hop. Alors je vais l'afficher sur le côté, comme ça on aura à chaque fois les deux. On va le faire en plus petit. Non, on ne sait pas le faire en plus petit, on va le mettre sur le côté. Voilà. Alors ici, ben, je ne vois rien pour le moment puisque je ne suis pas sur la bonne route. Si je fais accessible sur la row, voilà, je dézoome un petit peu. Je me retrouve avec mes 4 boules de couleur. Si je clique dessus, il ne se passe rien puisque je n'ai pas encore demandé de cliquer. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est dire qu'est-ce qui se passe si je fais un onClick. OnClick égale, et là je vais venir rajouter la commande pour pouvoir cliquer, c'est-à-dire l'appel à mon ball click. Alors là, je peux mettre soit la méthode comme tout à l'heure directement, ball click, mais comme ici je veux utiliser des paramètres, je vais l'utiliser en expression lambda, c'est-à-dire je mets arrobase parenthèse pour dire là tu mets du code C#, n'importe quoi comme code C#. Et le code C# c'est quoi? Je récupère un paramètre qui est l'argument de mon événement click, et je ne l'utilise même pas, mais je l'envoie derrière un ball click 0. Et je fais ça ben, pour la première boule. Je fais ça pour la deuxième. Oups. Et pour la troisième. Simplement, alors je pourrais après optimiser le truc en mettant une boucle, hein, mais ici j'ai juste besoin de faire 0, 1, 2, 3. Oups. Voilà. Je compile le code. Oui, je vais d'abord l'exécuter pour l'afficher à droite en faisant un CTRL F5. Comme ça compile le code, ça met sur le côté, mais au moins je ne suis pas lié avec mon Visual Studio derrière. Donc je recommence en mettant ça sur le côté ici. Je me réaffiche mon /row. Il m'affiche mes 4 boules qui sont maintenant cliquables. Et il appelle la méthode setNextColor bah, qui va tout simplement dire tiens, prends la couleur suivante dans la palette et c'est tout. Et tu l'affiches non, puisque l'affichage, le visuel, le binding est automatiquement créé par le @row.color qui se trouve là. Il n'y a même pas besoin de lui dire rafraîchis l'écran. Dès que je change la variable en C#, automatiquement elle est rafraîchie à l'écran. Donc, ça me permet d'avoir déjà une ligne de couleur. Alors moi, mon jeu, ce que je voudrais quand même, c'est pas créer une seule ligne de données, mais c'est en avoir plusieurs. Et c'est là où l'intérêt des composants commence à venir, c'est que ce que je viens de créer ici, ça va pouvoir être directement utilisé sous forme de composants. Je vais simplement prendre mon row ou mon game row une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, le game row qui a été déclaré ici. Et ça, je vais vouloir le mettre, ben, on va le faire dans une page. Hein. Je vais créer, pas un contrôleur, je vais créer un nouvel élément de type Blazor Component et je vais l'appeler, je vais lui donner le même nom, GamePage. Ça va être mon support de jeu, ma page, voilà, qui pour le moment contient Mastermind comme titre, qui ne contient rien forcément en termes de contenu pour l'instant. Mais donc ce que je vais faire, c'est venir placer ici une première ligne que je vais afficher derrière, pas GamePage, mais derrière la racine de mon site. Donc quand on va arriver sur mon site, je vais vouloir afficher ceci. Comment je vais faire ça? Je vais simplement lui dire, bah, tu m'affiches une game row. Tout élément, toute page, entre guillemets, qu'on vient de créer, c'est un composant, et donc c'est utilisable dans n'importe quelle autre page présente à l'intérieur de mon projet Blazor. Donc je peux en mettre une, je peux en mettre 2, 3, 4, et ainsi de suite. Si je compile cette partie-là, j'attends un petit peu qu'il ait terminé la compilation, je reviens et je rafraîchis, il va m'afficher, pas dans row évidemment, si je me mets à la racine de mon site, il va m'afficher 4 lignes. Pour le moment, tout avec les mêmes couleurs, puisque je ne les ai pas encore fait de tirage au hasard, je n'ai pas encore choisi les couleurs de l'ordinateur, mais il m'affiche 4 boules, 4 lignes de boules. OK? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ne pas avoir 4 lignes identiques, mais je voudrais qu'elles soient, en gros, paramétrées. Je voudrais que la première soit les choix de l'ordinateur, et puis les suivantes, ce soient mes choix à moi. Alors on va déjà commencer par paramétrer ça. Comment on fait ça? Comment on crée des paramètres d'un composant utilisable dans d'autres composants? Je reviens, je vais diminuer cette taille-là, je reviens ici. La propriété qui se trouve ici, je vais lui signaler que c'est une propriété paramétrée. J'ai juste changé son nom, je l'ai appelé WithColor, et j'ai laissé la propriété color. Alors j'aurais pu utiliser la même, mais le problème dans ce cas-là, c'est que je dois utiliser la propriété publique pour l'utiliser côté HTML, et si je le mets en public, c'est un warning déconseillé par Blazor d'avoir des propriétés paramétrées publiques. Comme je suis un grand garçon et que je veux respecter les conventions, je crée une propriété privée, mais flaguée avec l'attribut parameter,
Et ensuite, j'utilise simplement une propriété publique qui renvoie la même référence à l'objet. Extérieurement, c'est la même chose. Et donc le fait de faire ceci, je vais juste compiler pour avoir l'IntelliSense qui fonctionne, ça me permet de revenir sur mon game page, avec ma ligne, mon game row, et lui dire, maintenant, il y a un nouveau paramètre, une nouvelle propriété WithColor qui est là. Et ce WithColor, ça peut être n'importe quoi qui doit être de type game.row. Alors le n'importe quoi en question, dans un premier temps, je peux lui dire arrobase pour faire du résort. Et là, je mets du code C# qui va me renvoyer un objet de type row, c'est-à-dire un new game.row, par exemple. Si je recompile, je vais avoir une ligne. Hop. Parfois, on va avoir une erreur parce que parfois, je rafraîchis trop vite par rapport à la compilation. Et voilà, c'est ce que j'ai ici. Voilà, donc j'ai une nouvelle ligne qui est là, qui est la même. Maintenant, vous avez vu, j'ai un noColor en constructeur. Je peux lui dire que noColor égale vrai. Je recompile le truc. Je rafraîchis ma page. Je rafraîchis. Et voilà, j'ai 4 boules vides blanches. Alors moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est avoir, en tout cas pour la première ligne, l'affichage des couleurs choisies par l'ordinateur, pas par moi. Ça, c'est facile parce que je vous ai déjà simplifié le truc, comme je disais tantôt. J'ai créé un moteur qui possède une propriété Computer Choice. Donc il faudrait que j'affiche ce Computer Choice. Maintenant, j'ai besoin d'avoir une instance du moteur d'Engine. Alors, les bonnes pratiques voudraient qu'on doit utiliser un système de type injection de dépendance, donc de l'IOC. Et ça tombe bien, parce que Blazor fournit en standard tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de l'IOC. C'est-à-dire, il gère les mêmes principes, c'est exactement les mêmes objets, les mêmes commandes que celles qui sont disponibles dans ASP.NET Core. C'est-à-dire que j'ai simplement besoin de déclarer une propriété, et Blazor a rajouté ici un attribut inject. Mais pour injecter, j'ai besoin évidemment que ce soit configuré. Il faut que mon moteur le connaisse. Donc j'ai besoin juste dans le Startup Configuration Service de venir rajouter cette ligne add singleton pour pouvoir créer par exemple un singleton, c'est plus simple, de mon moteur, de mon game engine. Donc je vais dans Startup Configure Service, je lui dis quand tu as besoin d'accéder à un élément de type engine, voilà, tu vas pouvoir retrouver l'instance à partir de là. Ça c'est fait une première fois, et c'est tout, entre guillemets. Donc cette ligne-là, j'en ai plus besoin. Donc, quand il va créer un objet de type GamePageModel, il va lui-même venir instancier le moteur, et je vais donc pouvoir l'utiliser, par exemple, en faisant un check. Ou je vais pouvoir l'utiliser, ici, en faisant référence à mon engine.computer. Je n'ai pas l'IntelliSense parce que je n'ai pas encore recompilé. Computer Choice. Donc si je recompile tout. Voilà. Si je rafraîchis, il m'affiche des autres couleurs. Si je rafraîchis, il me rafraîchit des autres couleurs, puisqu'à chaque fois, elles sont tirées de manière aléatoire. OK ? Alors, je vais vouloir faire un peu plus sur mon interface. C'est non seulement afficher les choix de l'ordinateur, c'est ce que j'ai fait ici, c'est exactement la même commande, mais en plus de ça, je viens rajouter ici du code pour boucler sur toutes les lignes présentes dans mon moteur de jeu, pour afficher tous les choix, toutes les lignes de jeu que l'utilisateur a jouées. Chaque fois qu'il va appuyer sur le bouton check, chaque fois ça va créer une nouvelle ligne qui sera blanche, puis on va la remplir, puis check blanche, le remplir, etc. Donc j'ai simplement besoin de faire un for each pour boucler sur l'ensemble des différentes lignes disponibles. Et je vais lui dire, dans ce cas-là, tu m'affiches la même game row, mais avec les couleurs qui se proviennent de cette variable intermédiaire row qui a été déclarée ici. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, tu vas exécuter une méthode check qui se trouve là. Si je fais un F12 sur cette méthode, j'arrive dans le code et il va faire le check ici. Donc, rebelote, je recommence et je recompile. Je rafraîchis. Il va donc m'afficher ma première ligne. Et puis, il n'y a pas encore de ligne jouée, donc une première ligne mais blanche. Je vais pouvoir cliquer dessus pour changer les couleurs, et donc faire ceci, et appuyer sur check. Et là, il m'affiche, puisque vous rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai demandé d'afficher le good et le bad, il m'affiche le nombre de couleurs bien placées, mal placées. Si j'affiche quelque chose, si je joue correctement, puisqu'évidemment j'ai la solution, c'est plus facile. Hop, j'ai passé le bleu. Check, il me fait 4 couleurs bien placées, 0 mal placées. Donc en gros, j'ai gagné. Maintenant, il faudrait peut-être le dire au joueur qu'il a gagné. Donc ça me permet d'introduire une nouvelle fonctionnalité.
c'est on va pouvoir faire une page et une route pour pouvoir accéder à cette page, donc de naviguer à l'intérieur de cette page. Donc ce que je vais faire, c'est une dernière page ici, qui est ma page winner page, la page du gagnant. Quand vous avez terminé le jeu, on va arriver à cet endroit-ci. Hop, je suis en train de regarder, oui. Donc cette page, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va d'abord contenir un code qui est ceci. Je le tape pour vous. C'est quoi? C'est un formulaire. D'abord, je regarde si mon moteur de jeu, alors il ne connaît pas Engine parce que je ne l'ai pas encore déclaré en inject dans mon code, c'est ce que je vais faire immédiatement. Dès que je l'aurai déclaré, ça sera plus souligné ici pour dire je ne connais pas. Et donc si on dit j'ai gagné, parce que sinon il suffit de taper /winner page et j'arrive directement sur la page vous avez gagné, ce qui n'est quand même pas le but. Donc si on tape en direct /winner page, il va dire ah ben vous n'êtes pas passé par l'aspect jeu, vous n'avez pas encore gagné, donc d'abord vous devez jouer et gagner. Si on a gagné, on arrive sur cette page et là il y a un formulaire tout simple qui affiche un label first name et une zone de texte input de type texte, qui contient un argument bind. Ça, c'est un argument totalement standard HTML. Et que va faire cet argument? Il va simplement binder, c'est-à-dire relier le contenu de la zone de texte à la propriété first name, même chose pour last name, même chose pour email. Il va faire ce binding de manière automatique, mais avec le bind, il le fait de manière bidirectionnelle. C'est-à-dire toute modification dans la zone de texte va être réinjectée dans l'objet C# qui se trouve derrière, et toute modification de C#, du coup, forcément, va être affichée derrière la valeur qui se trouve à l'intérieur de mon formulaire. Alors pour le moment, il met du rouge parce que je ne les ai pas encore créés, tout ça. Donc je reviens derrière le code behind, la page qui se trouve derrière ça, et je vais venir lui créer une propriété engine injectée comme tout à l'heure. Une propriété HTTP client, on va revenir dessus. Ça va me permettre d'envoyer les résultats du gagnant sur le serveur. D'où l'utilité du projet serveur dont j'ai parlé tantôt. Task, il ne trouve pas parce qu'il n'y a pas le using qu'il faut. L'HTTP client, il est là. Alors oui, il me manque un objet, gamer, qui se trouve dans le dossier partagé. Alors ça, je ne l'ai pas encore créé. Et c'est ce que je vais faire ici pour que ça fonctionne. Je vais retourner derrière le projet mastermind partagé, créer une classe que j'appelle gamer, qui va contenir, d'abord je la mets en public, pour qu'elle soit accessible, qui va contenir uniquement 3 propriétés, first name, last name, email. C'est les 3 propriétés affichées sur mon formulaire. Je vais demander au gagnant de mettre son nom, son prénom et son adresse mail. Ça va être enregistré sur le serveur en tant que top 10, par exemple, du jeu. Et donc, comme ça, on va pouvoir les afficher éventuellement ultérieurement en disant, voilà, les meilleurs gagnants du jeu, quoi. Là, il me manque un petit using pour pouvoir faire la gestion. Et ici, l'HTTP client qui se trouve là, il est directement accessible. Et vous voyez qu'il y a un send JSON async qui est par défaut pas utilisable. Je peux faire des send async, je peux faire toutes sortes de choses. Mais Blazor est venu rajouter une méthode d'extension derrière le Microsoft ASP.NET Core Blazor pour faire automatiquement cet envoi de données, c'est-à-dire l'appel à une API, et d'envoyer automatiquement le contenu de mon objet gamer en formatage JSON. Parce que classiquement, dans tous les projets, on va communiquer en JSON avec le serveur. Donc ça permet ainsi de ne pas devoir réinventer la roue à chaque fois et d'utiliser directement une méthode d'extension pour le faire. Alors petite remarque, vous voyez que j'ai injecté HTTP client ici pour faire une communication HTTP entre mon client, qui est donc mon application Blazor, et mon serveur. Je n'ai jamais, et je ne vais devoir jamais venir signaler que j'ai un singleton, comme tout à l'heure avec mon engine, que je vais devoir signaler que je dois injecter en quelque sorte l'HTTP client. Pourquoi? Parce que dans Blazor, il y a 2 objets qui sont automatiquement injectés. Un, c'est l'HTTP client, et le deuxième, c'est un URI, je ne sais plus comment d'ailleurs, URI helper, qui est l'objet qui va permettre de faire la navigation et qu'on va voir juste dans quelques secondes. Mais donc ces 2 objets-là, quand j'en ai besoin, j'ai juste besoin de faire une propriété inject pour dire « Ok, c'est injecté, donne-moi la référence de cet objet ». Alors, si je veux faire ça, je vais... Ah oui, ici pour le moment, je vais devoir effectivement appeler une API, qui est là, API Mastermind Save. Ben, cette API, elle devrait se trouver côté serveur, dans les contrôleurs. J'ai tout effacé tout à l'heure, donc je n'ai plus cette API pour le moment.
Et encore une fois, comme ce n'est pas le but, je viens recréer, rechercher un fichier que je vais vous montrer tout de suite, mastermind controller, qui va faire ce petit boulot-là d'API. C'est-à-dire, c'est une API tout à fait normale, mastermind controller, qui possède une propriété save que je vais appeler, c'est celle que j'appelle ici, qui a besoin d'un objet gamer en paramètre, qui fait simplement la transformation de cet objet gamer en format chaîne de caractères, format JSON, et puis qui va l'enregistrer à l'intérieur d'un fichier sur le serveur. Et ça va accumuler en quelque sorte ces lignes sur le serveur. Et puis j'ai une méthode load éventuellement qui permettrait d'aller lire le contenu. Donc ça me fait simplement la création de la Web API. Comme ma Web API est créée, je peux donc l'appeler en post en faisant API mastermind save. Et j'appelle le gamer. Donc, si je fais ça, si je compile tout ça, et que je viens ici rafraîchir, voilà, je vais donc pouvoir maintenant faire mes jeux, tester, appuyer sur le bouton pour valider. Ici, il m'a trouvé qu'il y avait une boule qui était bien placée. Si je dis je vais gagner, donc je vais donner les bonnes réponses. Oups. J'appuie sur le check, il me dit il y a 4 boules bien placées. Je ne suis pas encore fait la navigation jusqu'à cette page winner page. Donc ça, c'est la dernière étape qui me reste. C'est dans mon gamer page qui est ici. Quand je check et que je dis OK, j'ai gagné, pour le moment, je mets ça dans une variable, mais j'en fais rien. Mais ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter simplement le fait que si on a gagné, il va falloir l'utiliser, cette variable. Donc faire un if j'ai gagné, one. Je vais à ce moment-là faire un URI helper. Oui, je vais d'abord l'utiliser. Je vous ai dit, il y a deux objets HTTP client et URI helper qui sont automatiquement créés. Mais je vais le définir ici. Voilà. J'injecte une propriété sur URI helper. Il manque le using. Le URI helper qui est là, ça va me permettre de naviguer. Donc si on fait j'ai gagné, je peux faire un URI helper.naviguer tout. Et là, je lui dis, tu vas sur mon winner page. Voilà. Donc je recompile ça. Build succeed. Je reviens à l'intérieur de mon petit jeu. Je rafraîchis. Voilà. Je vais dire je vais gagner, donc je joue du noir, du bleu, du jaune, du vert. Check. Et là, il fait la navigation. Puisque j'ai gagné, je navigue. Donc il me demande mon prénom. Il me demande mon nom. Oups, je n'ai même pu écrire mon nom, tiens. Il me demande mon adresse mail. Et je fais un send. Logiquement, il a fait un envoi au serveur. C'est le dernier point qu'on va faire, c'est afficher quelque chose à l'utilisateur pour dire bah merci, congratulations ou quelque chose comme ça. Mais logiquement, il a dû enregistrer ça sur le serveur. Bon, on va quand même aller voir s'il l'a fait. Je vais dans le dossier bin debug, là où j'ai demandé d'enregistrer, et j'ai ici un fichier gamer ymd qui est le nom du fichier prévu derrière la page, derrière le serveur contrôleur ici, voilà. J'ai un fichier qui s'appelle gamer-ymd, quelque chose. C'est le fichier qui est là. Si je l'ouvre, ce fichier, je me retrouve avec mes données que je viens de créer maintenant. Maintenant, l'utilisateur n'est pas averti. Et donc, on va essayer de l'avertir. Et ça, c'est la dernière fonctionnalité que je voudrais vous montrer. C'est pour avertir un utilisateur, on va vouloir lui créer une interopérabilité avec JavaScript. Pour le moment, je n'ai jamais écrit du code JavaScript. Dans la vraie vie, il y a des procédures, des JavaScript, des frameworks JavaScript qui existent. Donc ça serait quand même pas mal de pouvoir s'y intégrer. Et Blazor et WebAssembly permettent de faire ce genre de choses. Alors pour ça, il y a 2 choses à faire. Un, c'est disposer de la méthode JavaScript à exécuter. Dans mon cas, la méthode JavaScript, ça sera celle-là. Une méthode alert, message. Pour le moment, il faut mettre les méthodes accessibles par Blazor derrière une propriété en quelque sorte. Donc c'est une propriété de l'objet window qui s'appelle ici myJSFunction. Et cette méthode, elle s'appelle alert. Ça, c'est ma méthode JavaScript que je vais appeler avec un message, forcément, qui est le message repris dans l'alerte JavaScript classique. Donc, pour faire ça, j'ai besoin d'un fichier, d'une commande, et je la mets ici, et c'est en général ce qu'on fait derrière un JSInterop. J'ai mis une méthode statique alerte dans laquelle je lui appelle un JSRuntime. Vous voyez que c'est le Microsoft Interop JSRuntime. Je fais un current et je fais un invoke de la méthode myJSFunctionAlert avec le message
que je veux envoyer. Donc ça permet de faire la communication. Il y a moyen de faire la communication dans l'autre sens, c'est-à-dire que le JavaScript appelle des méthodes C# également, mais ça c'est le même principe, mais je vais dire entre guillemets inversé. Ça vous verrez un petit peu dans la documentation comment ça fonctionne. C'est pas bien compliqué, c'est le même objectif. Et donc ça veut dire maintenant que si je reviens sur ma page WinterPage qui est là, WinterPage, je vais lui dire de faire un await parce que c'est une méthode asynchrone. Je vais lui demander de faire un game.jsinterop.alert et je vais lui demander d'afficher congratulation. Point d'exclamation. Point virgule. Donc si je compile ça, ça va au niveau de mon projet qui est là. Il faut que je revienne évidemment sur la page d'accueil. Je vais rejouer une page. Allez, hop. Je vais gagner. Le bleu, hop, le bleu, allez, le bleu, le vert, le noir. Check. Je redonne mon nom, mon prénom et mon adresse mail, on s'en fout. Et là, il fait l'appel au JavaScript. Et donc, ça pourrait être n'importe quel code JavaScript complexe, du jQuery ou tout ce que vous voulez, qui pourrait se trouver derrière, qui s'affiche. Okay. Et évidemment, si je reviens dans mon code ici, je vais retrouver forcément la deuxième ligne avec mon DDSD là, qui se trouve là, que je viens d'enregistrer. Alors, l'intérêt de travailler avec du code de ce type-là, d'abord, c'est de travailler en C#, donc peut-être que vous maîtrisez mieux. Maintenant, là où c'est vraiment, entre guillemets, génial, c'est que le code qui se trouve côté client et le code qui se trouve côté serveur, on a la possibilité, via le projet partagé Shared, d'avoir du code commun. Et donc, imaginons que maintenant, dans la classe game, j'ai besoin d'ajouter une autre propriété qui est, par exemple, une date qui est l'enregistrement, la date d'enregistrement. J'ai simplement besoin de la définir à l'intérieur de ma méthode. Au préalable, je devais la convertir en JavaScript ou en TypeScript pour pouvoir l'utiliser de l'autre côté, donc j'avais deux fichiers distincts. Ici, c'est le même objet qui est utilisé des deux côtés. Donc j'ai juste besoin de le remplir. Gamer, je dis bien, point recordIt égale datetime.no. Et c'est tout. De l'autre côté, côté serveur, comme il utilise l'objet gamer et qui sérialise l'objet gamer, il va être automatiquement sérialisé, transformé dans le fichier et affiché. OK ? Donc voilà, ça donne une vision un petit peu de tout ce qui est disponible avec, je peux recompiler et réexécuter si on veut, mais ça donne une vision de tout ce qui est disponible en termes de fonctionnalités dans Blazor. Alors il y a quand même une petite chose qui est régulièrement embêtante dans Blazor et que Microsoft a simplifié, je vais dire, et je vais vous montrer tout de suite. Hop. C'est l'aspect server-side Blazor. Rappelez-vous, quand on a créé un nouveau projet, il y avait le projet Blazor, c'est que l'aspect client, et il y a Blazor plus Hosted, c'est l'aspect client plus l'aspect Web API. On peut créer la troisième icône, c'est un server-side Blazor. Server-side Blazor, c'est quoi? Mais ils sont partis sur le principe que Blazor, c'est d'une single page application qui est hébergée dans le navigateur côté client. En réalité, il est hébergé dans un thread de gestion graphique. Plus précisément, il est traité via ce qu'on appelle des web workers threads. Et donc, le web worker intercommunique avec l'interface graphique pour pouvoir afficher les données, dans mon cas, afficher les couleurs, afficher la valeur de counter, etc., ou récupérer le contenu du clic. Mais ils ont créé un projet basé sur le même principe, donc le même schéma côté droit, mais avec le browser de l'autre côté, qui va communiquer avec le serveur sur base de ce qu'on appelle du SingleR. SingleR, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas, c'est basé sur un protocole de type WebSocket par exemple, mais avec des fallbacks vers d'autres types de protocoles qui permettent de travailler avec des navigateurs beaucoup plus anciens. Donc l'Internet Explorer dont on parlait tout à l'heure, ben celui-là, il va pouvoir fonctionner aussi avec le server-side Blazor. Alors quand je dis fonctionner, c'est quoi? J'ai repris, ici, je mets en SingleR, j'ai repris exactement le même projet, c'est-à-dire j'ai créé un projet serveur dont je viens de parler, j'ai juste fait copier-coller des différents fichiers dont on a parlé tout à l'heure et ils sont ici. Il y a mes fameux bibliothèques de jeux, il y a mon game page qui contient exactement les mêmes codes, il n'y a absolument rien de modifié par rapport à ça. Tout est là, c'est exactement le même. Si j'exécute ce code, on va le mettre en plus grand. Voilà, j'ai exactement le même jeu qui fonctionne.
Je peux faire check, etc. La seule différence, en gros, mais elle est de taille, si je rafraîchis d'ailleurs en vidant la cache, comme ça on va bien voir ce qui se passe, la seule différence, c'est qu'en termes de poids, mon plus gros fichier, il fait 50K. Je suis largement en dessous de mes 2 mégas de tout à l'heure. Donc comment ça fonctionne ça? Je vous dis, ça se base sur Signalaire, c'est-à-dire en clair, il affiche le résultat HTML sur le client, mais il communique avec le serveur en permanence par l'intermédiaire de WebSockets qui sont ouverts, et c'est la ligne qu'on voit ici en dernier. Il a ouvert une communication, d'ailleurs on le voit, il est en pending en permanence. Donc il ouvre une communication avec le serveur où à chaque fois que je vais cliquer sur une ligne, il vient me rajouter un élément sur la droite. Donc c'est-à-dire à chaque fois il communique, il envoie une information. Si l'application serveur a besoin de communiquer, elle va faire la même chose et envoyer l'information au client pour mettre à jour l'interface graphique. Et donc de cette manière-là, je reste compatible avec les anciens navigateurs, mais indirectement, je perds toute la puissance, on va dire, des single page applications, puisque oui, je suis dans un single page application, mais full connecté. Ce qui n'est quand même pas le but. Mais ça permet quand même de travailler avec quelque chose de à peu près correct, je vais dire, déjà actuellement. Donc l'avantage principal de ce server-side Blazor, c'est d'abord une application entièrement développée en .NET, en C#. Ça peut être pas mal. Pas besoin de se casser la tête, je veux dire, avec du JavaScript ou autre chose. La page, ça évite des rafraîchissements de pages complets, puisqu'on ne charge pas, on ne fait jamais que des toutes petites communications via ces WebSockets pour rafraîchir les données. Donc l'application est beaucoup plus petite. Donc ça vous donne des fonctionnalités serveur complètes, puisqu'évidemment vous avez un module serveur qui tourne en permanence sur un serveur .NET Core. Ça vous permet de gérer des applications légères, beaucoup plus légères, des thin clients. Par contre, vous avez évidemment en termes de temps de latence, chaque fois que je clique, chaque fois que je bouge la souris, chaque fois que vous faites un événement, ça communique jusqu'au serveur pour dire il s'est passé ça, quoi. Évidemment, il n'y a pas de support offline, puisqu'on est en permanence connecté au serveur. Et l'inconvénient majeur pour moi, c'est que le serveur doit gérer des multi-états. Chaque instance côté client possède une version équivalente d'une session comme on le retrouvait avant, donc d'une version état sauvegardée sur le serveur pour savoir où on en est. Toute ma gestion de variables est sauvegardée à cet endroit-là. L'intérêt principal de server-side Blazor, contrairement à Blazor qui est en version expérimentale pour le moment et il n'y a pas encore de date de sortie, server-side Blazor, lui, sera intégré entièrement dans .NET Core 3 qui sortira, a priori, dans quelques mois, début d'année, supporté par Microsoft. Donc ça peut être une solution intermédiaire, en tout cas c'est comme ça que Microsoft le vend. Bon, moi personnellement, j'attendrai que la version Blazor Full soit là pour pouvoir vraiment l'utiliser correctement, quoi. C'est vraiment l'intérêt pour moi d'avoir du .NET côté client et pas en quelque sorte de simuler ce genre de truc. Donc voilà, donc ici ce que je vous ai montré, c'est créer from scratch une application, c'est-à-dire avoir d'abord la définition de composants. Je vous rappelle, composant, c'est aussi bien une page que n'importe quel élément intégrable ou intégré dans d'autres pages. Il suffit d'utiliser le nom de la balise et vous l'utilisez. De pouvoir travailler avec du binding. Les bindings sont de plusieurs manières, soit one-way en mettant value égale @city, donc vous allez simplement sur l'interface graphique afficher le contenu d'une variable .NET. Soit dans l'autre sens, ça envoie de l'information de l'interface graphique au code .NET via, par exemple, onClick et vous appelez une méthode. Soit de manière two-way, via le bind. Toute modification de last name va être répercutée dans l'interface et inversement, on modifie le contenu dans le input au niveau du bind, vous allez récupérer la valeur de l'autre côté. C'est assez intuitif, c'est assez simple. Il y a toutes sortes de notions qu'on devait se préoccuper au préalable, évidemment ici, qui sont complètement intégrées. Gestion de paramètres, on va pouvoir utiliser des pages paramétrées. Ça, je ne l'ai pas montré, mais si vous voulez mettre en plus de la route des paramètres pour pouvoir récupérer vos valeurs, vous pouvez le faire. Elles peuvent être typées, elles sont automatiquement ainsi analysées par le serveur, par le système. Donc vous pouvez typer ça. Et vous pouvez, mais ça on l'a vu, utiliser des paramètres à l'intérieur de vos composants via l'attribut paramètre. Vous pouvez définir des routes. Automatiquement, les routes sont gérées via une balise de type navlink ou de type A. Si vous faites un ahref avec le nom de votre route, ça va être automatiquement géré, donc il n'y a pas un rafraîchissement de la page, ça va être automatiquement géré par le système. Vous avez l'HTTP client qui est automatiquement ingéré comme IURI helper, et sinon vous utilisez l'inject. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est interopérabilité avec JavaScript. Ça vous donne toutes les fonctionnalités disponibles, à mon avis, actuellement en tout cas, les grandes fonctionnalités fournies dans Blazor. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous d'abord conseille peut-être, on ne vous l'a peut-être pas encore dit, mais normalement oui, vous avez programmer.dfd.be, vous vous enregistrez avec votre adresse mail et vous recevez un exemplaire gratuit PDF
du magazine programmé. J'en parle pourquoi? Parce que le prochain magazine de décembre, il y a un article complet fait par Richard Clark sur Blazor. Donc vous en apprendrez certainement encore beaucoup plus et puis vous pourrez le tester de manière beaucoup plus approfondie. Donc je vous conseille, tout ça est disponible dans le magazine programmé. N'hésitez pas. Une dernière chose aussi, avant de passer à ces remerciements, et là vous avez le contenu des slides, le contenu du code, etc. On m'a remis un petit papier pour me dire, on vous avait prévenu ce matin que la société Onirix, qui se trouve dans le couloir ici, avait lancé un petit concours. Ben, ils ont tiré la personne qui avait fait, parmi tous les likes, la personne qui avait gagné l'overboard. Donc je lis, nous avons le plaisir de vous informer que l'heureux gagnant de l'overboard est, il y a le nom en dessous, cette personne est invitée à rejoindre le stand d'Onirix pour récupérer son gain. Je ne sais pas si elle est là, mais la personne que j'ai sur mon papier est Gaëtan Hertz, A-E-R-T-S. Je ne sais pas si elle est là. Oui. Si elle n'est pas là, elle est peut-être dans une autre salle. Si pas, peut-être qu'il sera rejoué, je ne sais pas. Donc voilà. Avant de passer aux éventuelles questions, s'il y en a, voilà les références. Blazor.net, c'est pour commencer. Blazor.net/community, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez aller jeter un œil dessus. Il y a énormément déjà de bibliothèques déjà réalisées par la communauté pour pouvoir expliquer comment fonctionne, pour pouvoir s'interconnecter avec toute une série de choses, notamment le local storage, le material design, enfin tout ce que vous voulez se trouve ici. Il y en a, vous voyez, une tripotée de bibliothèques déjà disponibles. Vous avez les slides sur SlideShare. Vous pouvez jouer, blazormastermind.azurewebsite.net. Prenez votre téléphone, vous tapez l'URL, c'est facile à retenir. Et vous pouvez vous amuser à jouer, à regarder. Et vous serez enregistré dans les listes des top 5 ou top 10 des personnes qui ont utilisé l'application. Voilà, ça termine ainsi cette petite explication, cette petite présentation sur Blazor. Je ne sais pas s'il y a des questions au niveau de la salle. Oui. C'est possible de choisir une partie, donc dans les DLL qui sont chargés par le navigateur, de choisir une partie et dire qu'on veut qu'elle soit délivrée par un autre serveur que le serveur de Blazor? Pas actuellement. Donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est possible de prendre certaines DLL et de ne pas les envoyer d'office au serveur, mais de pouvoir précharger en quelque sorte certaines bibliothèques et les envoyer. Utiliser un CDN par exemple pour les c'est ça. DLL qui reviennent tout le temps, Pas à ma connaissance. Je n'ai pas creusé le sujet sur ce point-là en particulier, mais à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de technique pour pouvoir faire ça en tout cas. Maintenant, peut-être à creuser un peu plus. Et ça sera peut-être une idée de solution aussi, à voir. Ça pourrait être pas mal, ouais. Oui ? Ben, c'est vraiment de l'HTML. Donc c'est le même problème qu'il y a des pages de type Angular. Donc il faut voir les moteurs, style moteur de recherche. C'est ça que tu penses, je suppose? Oui. Et ça sera exactement. En fait, tout est généré côté client. Mais donc, évidemment, il faut que l'accès, je vais dire, à l'application soit disponible. Mais donc, si on fait un curl directement en local et que le serveur, entre guillemets, est disponible pour récupérer l'application, je vais récupérer exactement le code qui se trouve ici. Le code HTML. Sur format HTML. Attention, tout le code métier, lui, est en WebAssembly. Hein. Donc, on aura le visuel HTML, mais évidemment, rien ne fonctionnera si on fait un curl, par exemple, comme on l'aurait. On n'aurait pas le JavaScript. C'est l'équivalent de l'autre côté. C'est possible d'indexer un site fait de cette manière-là, ouais. Ah oui, oui, sauf la première page. Ouais. C'est à mon avis trop récent, donc je suppose qu'il y aura des solutions, mais pour le moment, je n'ai pas moi de solution sur ça, quoi. Ouais. Oui, il faudrait interpréter, comme les moteurs doivent interpréter le JavaScript pour pouvoir exécuter les générations de pages, quoi. Les problèmes sont similaires avec Angular notamment, hein. Mais effectivement, Angular, JavaScript étant beaucoup plus ancien, il y a des solutions qui existent pour gérer tout ça, quoi. Oui. Qui est derrière le projet Blazor? Ben déjà, c'est l'équipe ASP.NET. Donc au départ, c'était... j'avais noté les noms et puis je les ai enlevés. C'est pas Scott Guthrie, parce que lui, c'est plutôt Azure. Mais il faut regarder dans l'historique. Je pourrais retrouver les noms. En fait, c'est un projet initialement fait, comme beaucoup de projets, de manière un peu distincte, un peu séparée. Et puis, ça a été réintégré, mais vraiment dans l'équipe .NET. Donc, c'est maintenant géré par l'équipe .NET.
Donc si je vais voir au niveau de Blazor et de GitHub, voilà, c'est github.com/aspnet/Blazor. Donc c'est vraiment l'équipe .NET qui l'intègre. C'est à mon avis une des raisons pour laquelle on a déjà le moteur signalaire, puisque tout ça fait partie de la même équipe, donc c'était évidemment beaucoup plus simple pour eux. Et c'est logique aussi, c'est basé sur Razor, c'est basé sur les mêmes principes HTML, etc. Donc c'est la même base. Oui. On sait pourquoi ils le disent expérimental? Parce que, déjà parce qu'il n'est pas fini. Donc il y a tout l'aspect stabilité qui doit être géré pour que ça passe en projet final. Et surtout, je dirais que le gros problème pour moi, c'est de moins en moins à ce niveau-là, mais le gros problème, on l'a vu entre les versions 0.3, 0.4, 0.5, il y a des choses qu'ils mettent en place, et puis ça bouge, et donc ils se rendent compte, soit avec la communauté, soit avec d'autres, qu'il y a des problèmes, et donc ils enlèvent parfois des fonctionnalités pour les changer, quoi. La manière de gérer... parfois, entre la 0.3 et les 0.4, par exemple, il fallait repartir d'un projet from scratch, c'était pas possible de reprendre le projet, quoi. Donc ici, je veux dire, ça commence à devenir nettement plus stable sur ces fonctions de base dont je viens de parler ici, mais il y a encore quelques points de temps en temps qui sont peut-être un peu dommages et qui doivent être adaptés, quoi. Qui le seront peut-être. Donc c'est pour ça que Microsoft déconseille de l'utiliser en production pour le moment. Oui. Oui. Oui, mais alors on se retrouve dans du C#. On se retrouve côté plus style des Web API, par exemple. Je veux dire, l'intérêt ici avec Blazor, il y a d'autres projets qui existent sur d'autres domaines, hein, mais l'intérêt, c'est de faire, pour moi ici, l'interconnexion de l'HTML client, donc le visuel client, lui, client, avec du .NET. Il y a d'autres projets, par exemple, qui utilisent, il y a un projet Uno, pour pas le citer ici, qui lui se base sur du XAML, et qui fait des WebAssembly basés sur un visuel qui n'est pas de l'HTML, mais qui est un visuel basé sur du XML, donc le XAML de Microsoft. Par exemple, on connaît la librairie Moment.js en JavaScript, qui ne contient pas du tout de fonctionnalité graphique. Ah oui, tout à fait, oui. Ça existe. Déjà, au niveau communautaire, par exemple, dans la liste des outils, vous avez un outil qui est, voilà ici, qui est par exemple la gestion du local storage. Le local storage, c'est une fonctionnalité propre du moteur browser. Donc, ce n'est pas directement disponible en objet C#. Et donc, une personne de la communauté a créé une bibliothèque qui n'est pas graphique, qui est accéder au local storage. Donc, on peut déjà à l'heure actuelle créer des DLL, des bibliothèques, même non graphiques, ou graphiques en Blazor. Et qu'on pourrait utiliser directement à partir du JavaScript aussi. Oui, tout à fait. Ça va ? Je propose de s'arrêter ici parce que je pense qu'on a déjà dépassé aussi. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on peut continuer à en discuter maintenant ou par après, vous avez toutes mes coordonnées, donc on pourra regarder ça ensuite aussi. Merci beaucoup.